À quoi ressemblera Bruxelles en 2050 ? Comment y vivrons-nous ? Quels seront les bâtiments qui constitueront notre ville ? Vivra-t-on dans une smart city ultra technologique ou bien au contraire au plus près de la nature et de nos traditions ou bien tout simplement un savant mélange des deux ? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui avec nos invités autour de la table. Alors aujourd'hui, des architectes, des urbanistes, Géraldine Lacasse du bureau du maître architecte bruxellois, professeur à l'ULB également, Lux Cotten, architecte utopiste, et Benoît Moritz, architecte urbaniste lui aussi, également professeur à l'ULB. Avec nous aussi Mathieu Berger, sociologue urbain à l'UC Louvain. Alors on va commencer avec cette citation d'Éric Vidalen, qui est prospectiviste à l'Agence française de la transition écologique et qui indique que la ville de 2050 existe déjà aux 3/4 dans nos villes. Alors Géraldine Lacasse, vous le rejoignez sur ce point ? Oui, elle existe dans les 3/4, ou en tout cas elle existe dans les grandes lignes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement la démolition elle n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Il y a encore des projets de démolition, on démolit encore, mais c'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle surtout de réutilisation, de réemploi, de rénovation, de partir de l'existant. Donc on ne parle plus de la table rase. Et alors quand on voit notamment le cas à Bruxelles, c'est notamment le cas avec le projet ZIN dont on va voir des images dans quelques instants, ces anciennes tours du World Trade Center, du quartier nord. Alors là aussi, c'est cette dynamique-là de reconstruction, de rénovation plutôt que reconstruction. Oui, exactement. Donc c'est un projet qui part de l'existant, qui analyse le potentiel de réemploi et de réutilisation des structures, qui maintient les noyaux de circulation et qui réinjecte aussi non plus du bureau, 100% de bureau en tant que fonction, mais plusieurs fonctions. Donc des logements également, des équipements sportifs, mais aussi et surtout des espaces ouverts. Les quartiers mixtes, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission. On va à présent se tourner vers vous, Lux Cotten, et regarder comment vous dessinez la Bruxelles du futur. Alors on va le voir sur vos dessins dans quelques instants. On reconnaît la plupart des bâtiments de la capitale, mais avec des sortes d'excroissance, on pourrait dire architecturale, greffées dessus. Selon vous également, la ville de 2050, c'est ajouter des choses à la ville qu'on connaît aujourd'hui ? Ah oui, sûrement. On n'est plus dans l'optique de refaire une ville complète sur l'existant. La ville, c'est une mutation continuelle. Et on démolit une maison, on en reconstruit une autre, ou on la transforme. On lui donne un nouvel aspect, une nouvelle peau, parce que les structures sont encore tout à fait valables. Les hauteurs, ça n'a pas beaucoup changé. On n'est pas plus grand ou plus petit qu'avant. Donc on peut garder beaucoup de choses et puis les adapter à un mode de vie qui, lui, est fait pour évoluer et pour être peut-être, je l'espère, mieux adapté à l'environnement, au climat, au changement climatique, à l'ensemble du vivant. Et on voit en ce moment les dessins que vous avez réalisés, où on reconnaît le centre-ville de Bruxelles, ici Laken en ce moment, avec, on le voit, différentes excroissances architecturales qui viennent se greffer dans notre futur. Benoît Moritz, on va se tourner à présent vers vous, tout en continuant à regarder ces dessins signés Lux Cotten. Bruxelles, selon vous, ne sera pas très différente morphologiquement en 2050 ? Est-ce qu'on aura les mêmes rues, les mêmes espaces qu'aujourd'hui ? Je pense qu'on aura les mêmes rues, les mêmes espaces, mais il y aura aussi, même si on fait la ville sur elle-même et que la période du développement avec des grandes excroissances urbaines est révolue, on va aussi redécouvrir de nouveaux types d'espaces à l'intérieur des tissus urbains déjà constitués. Donc je pense par exemple à des nouveaux espaces qui sont liés à des friches ferroviaires qui vont être conquises par de l'espace public. À proximité de Télé-Bruxelles, de BX1, on a ici le parc Ligne 28 qui se développe sur d'anciens terrains ferroviaires. Et donc ce type où la découverte et l'appropriation de ce type d'espace va quand même amener à une conception renouvelée de la ville dans laquelle il y aura quand même plus d'espace public. Donc les rues, les places actuelles vont rester, mais il y a quand même de nouveaux espaces qui vont être ouverts, je dirais, rendus accessibles et disponibles. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît actuellement dans notre paysage urbain qu'on risque de ne plus du tout voir à Bruxelles en 2050 ? Oui, donc moi je pense, oui, les grandes infrastructures autoroutières, bien sûr, pour de multiples raisons. On est plutôt dans une perspective de démolition, de réappropriation par des espaces publics plus urbains, plus au niveau du sol, moins dans des logiques de superposition, de circulation, etc. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui vont probablement aussi évoluer et disparaître dans les prochaines années, et qu'en tout cas, on ne refera plus, on les refait quasiment plus aujourd'hui, mais il est certain que dans les prochaines années, les grands travaux d'infrastructures souterrains ou aériens, ce n'est plus à l'agenda de la ville.
Mathieu Berger, on va terminer ce premier tour de table avec vous et on va avoir besoin de votre œil de sociologue urbain. Alors au vu des changements de mode de vie auxquels on peut s'attendre donc pour 2050, est-ce que ce sera possible de vivre dans cette ville qui, comme on le disait avec nos autres invités, n'aura pas fondamentalement changé au niveau de sa morphologie alors que les usages et les modes de vie, eux, auront changé ? Alors, on peut certainement s'attendre à de nouveaux modes de vie. Maintenant, il est quand même assez incertain de savoir lesquels. Puisque là, je pense qu'avec le Covid, on a eu un exemple. Si on vous avait dit qu'en 2050, vous devriez vous badigeonner d'alcool, porter un masque toute la journée, être confiné pendant des mois, vous ne l'auriez peut-être pas cru. Or, c'est arrivé, non pas en 2050, mais en 2021. Donc, ces modes de vie sont tout à fait imprévisibles, en fait, dans leurs évolutions. Pour ce qui est de l'adaptation de la ville, je pense que Bruxelles a quand même démontré un potentiel d'adaptation et de reconversion de ces espaces par rapport à toute une série de fonctions ou d'usages plus ou moins obsolètes qui ne trouvent plus matière à occuper de la place dans la ville et qui peuvent céder la place à toute une série de nouvelles activités, usages, fonctions qui s'avèrent beaucoup plus prégnantes aujourd'hui. On a toute une série d'exemples autour de la reconversion de casernes, par exemple, à Ixelles, de l'abbaye à Forêt, bien d'autres exemples, en fait, d'adaptation en fait, des espaces bruxellois à toute une série d'enjeux contemporains. On vous a vu hocher de la tête, Géraldine Lacasse, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, effectivement, la liste est longue des bâtiments qui sont reconvertis pour de nouvelles fonctions, effectivement. Donc Mathieu Berger, on va rester avec vous et continuer le débat. On parle de vivre en ville et a fortiori à Bruxelles. On vivra différemment à Bruxelles en 2050 ? Certainement. Effectivement, alors peut-être qu'on peut intégrer la question du numérique et de l'utilisation du digital, des objets connectés. Oui, on parle beaucoup de smart city, de villes connectées pour le futur, voilà, même si ça pose actuellement un gros débat sur son déploiement. Tout à fait. Il y a la question de la smart city qui est à l'agenda des politiques publiques, mais il me semble qu'au niveau de chacun d'entre nous, au niveau des citadins et de l'expérience qu'on fait de la ville au jour le jour, eh bien, les fameux smartphones, il y en a un ici, s'invitent dans nos vies. On se retrouve absorbé par ces objets. Ils interviennent dans nos interactions. Ils nous permettent certaines choses, empêchent d'autres choses. Notamment, en nous connectant à Internet et au monde entier, ils nous déconnectent aussi de nos situations ordinaires, du quotidien, des possibles rencontres avec des inconnus. Et donc en cela, ils augmentent encore un petit peu plus notre indifférence vis-à-vis d'autrui, qui est déjà souvent assez importante et qui est une des marques en fait de la vie en ville depuis la ville moderne. Mais voilà, les technologies tendent à accentuer cela. Un bon exemple, c'est par exemple les casques noise canceller, cette idée en fait qu'on peut se déplacer dans la ville en annulant en quelque sorte la présence d'autrui, en faisant écran à l'environnement sonore pour s'isoler dans ses tâches personnelles, dans ses réflexions à soi. C'est un des exemples par lesquels on crée un nouveau type de citadin à travers ces technologies. Géraldine Lacasse, on va poursuivre le débat avec vous, donc toujours dans cette vision du logement et du vivre à Bruxelles en 2050. Vous êtes plutôt dans une vision, et en tout cas au bureau du maître architecte, de sortir de ces quartiers monofonctionnels. On pense par exemple au grand quartier de bureaux. On voyait tout de suite dans les images le quartier nord, par exemple, vers des quartiers beaucoup plus mixtes. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il y a eu cette annonce que la tour Proximus, bien connue du paysage bruxellois, accueillerait en partie du logement, en partie des bureaux. C'est la volonté au cabinet du maître architecte de sortir de ces quartiers monofonctionnels à Bruxelles. C'est ça le futur de Bruxelles ? Oui, en partie, et pour ces quartiers-là, effectivement. Ce sont des quartiers aujourd'hui qui sont monofonctionnels. On l'a dit, quartier nord, quartier européen, uniquement du bureau. Donc c'est des quartiers qui, avant Corona, étaient vides à partir de 17h et le week-end. Aujourd'hui, en fait, ils sont majoritairement vides. À côté de ça, il y a un besoin en équipement public, en espace ouvert, en espace public, en logement, qui n'est pas rencontré pour le moment. Donc c'est vraiment l'opportunité ici d'utiliser ces espaces vides en fait, pour combler tous ces besoins. Zine, on l'a vu, était pionnier en fait, dans cette rénovation, transformation du quartier en y apportant de la mixité, que ce soit en termes de fonction. Demain, effectivement, c'est Proximus qui fait le choix aussi de rester sur le site. Donc c'est un choix assez louable, assez difficile. L'autre option était de partir du quartier nord. Ils font le choix de rester là. Ils s'inscrivent dans une logique de circularité et ils s'inscrivent dans une logique d'introduction de la mixité sur le site, etc.
Benoît Moritz, on va passer justement à vous. Alors, on le sait, vous vous intéressez beaucoup au logement. Vous êtes également le président du comité scientifique bruxellois pour repenser le logement post-Covid. Selon vous, 2050 à Bruxelles, c'est la part belle au logement collectif notamment ? Oui, je pense que c'est déjà une tendance actuelle et elle va continuer à se poursuivre. Le fait de partager des espaces, de vivre plus en communauté. Peut-être par rapport à la réflexion qui vient d'être faite sur le quartier nord, moi je pense qu'il faut étendre la réflexion sur la mixité et je dirais aussi la ville de proximité aux espaces plutôt périphériques, résidentiels de deuxième couronne, là où se jouent également des logiques de monofonctionnalité de certains quartiers. Et il faut aussi envisager, réfléchir, donc peut-être pas à une introduction du même type de mixité que celle du quartier nord, mais de réfléchir à des logiques d'organisation par des polarités ou de centralité plus diffuses, dans des logiques de proximité, dans des quartiers, à Uccle, à Oderghem, à Woluwe, etc. Donc cette logique de la plurifonctionnalité, il faut l'étendre aussi à la deuxième couronne, où là aussi on est dans des perspectives monofonctionnelles. Peut-être par rapport à la question du logement, juste encore un point de vue et en lien avec l'espace public, moi je pense que le réchauffement climatique est un paramètre quand même très important, on y reviendra par après, mais l'augmentation des températures amène à une autre manière de considérer le rapport entre le logement et l'espace public. On voit bien, actuellement il fait relativement beau, il y a beaucoup de monde dans l'espace public, on a tendance, je dirais, à plus s'approprier l'espace public, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, donc on retrouve une ambiance un peu méditerranéenne dans l'espace public bruxellois, et il faut repenser aussi le logement non plus comme étant l'endroit où on va passer la plupart du temps, ou de la nuit, ou de ces moments de loisirs, ou de ces moments libres, parce qu'une partie de ces moments libres, on va les passer plus à l'extérieur. Donc ça amène à reconsidérer aussi le rapport sur le logement dans son rapport avec son contexte immédiat, dans le cadre de la logique de la ville de proximité, mais également en se disant que finalement, toutes les fonctions qu'on imaginait étant celles du logement, peuvent être mis pour certaines en collectivité. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'avoir des logements, on n'aura probablement plus besoin d'avoir des logements aussi grands qu'on les a aujourd'hui. Probablement qu'une partie se réduiront à des surfaces de vie personnelles, je dirais, mais il y aura des parties qui seront plus rendues à une forme de collectivité. Et le lien avec l'environnement, on va y venir avec vous, Lux Cotten. Alors, on le disait, vous concevez la cité comme un véritable organisme vivant, finalement, avec des manières de vivre plus proches de la nature, une sorte de retour aux sources. Selon vous, notre manière de vivre en ville, aujourd'hui, en 2021, elle est devenue toxique ? Certainement plus qu'il y a un siècle. Ce qu'il faut, j'aimerais bien peut-être commencer par dire la particularité du travail que je fais. J'essaye surtout de montrer non pas ce qui est le plus probable qui arrive, mais qu'est-ce qui se passerait si on prend les meilleures options dès le départ pour aller vers quelque chose de généralement différent de ce que l'on envisage. Donc j'essaye de montrer une ville qui aurait évolué vers l'écologie, vers le développement durable, vers le retour de cette relation particulière avec l'ensemble du vivant. Et est-ce que ce serait bénéfique ou pas? À quoi ressemblerait la ville dans cette hypothèse-là? Et ça, c'est vraiment l'essence de mon travail, pour simplement l'expérimenter et puis donner envie peut-être d'aller dans ce sens. Ce sont des perspectives qui nous manquent. On montre assez bien des développements technologiques, on montre des tas de choses qui sont dans un futur qui est dans la continuité des années précédentes et qui fonctionnent dans un monde très, très industriel, très avancé technologique et peu des avancées qui sont d'ordre biologique. Et c'était ça qui m'a intéressé principalement. Alors on va continuer à rester sur cette thématique de l'environnement dans et autour de Bruxelles et aborder aussi la taille qu'aura Bruxelles en 2050. Alors on le sait, il y a actuellement une véritable pression quant au logement dans la capitale. Elle devrait s'accroître encore, même si les Bruxellois de 2050 ne seront pas beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. C'est en tout cas les prévisions du Bureau fédéral du plan. Je vous propose d'écouter l'une de ces démographes et on en parle après. En 2050, sur la base de projections démographiques, donc qui se base sur un ensemble d'hypothèses, on s'attend à ce que la population qui réside sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale augmente de 100 000 habitants. Alors, pour donner une petite idée de cet ordre de grandeur, il faut savoir que sur les 30 dernières années, la région de Bruxelles-Capitale a connu une augmentation de plus de 250 000 habitants. Donc,
dans les 30 prochaines années, certes, on aura une croissance démographique de la population, mais moins soutenue que ce qu'on a pu observer sur les 30 dernières années. Et donc, face à cette croissance faiblement soutenue de la population bruxelloise, Géraldine Lacasse, en parlant de cette émission, vous parliez plutôt d'une densité qualitative pour accueillir cette population en 2050. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que ce sera une densification de notre capitale vers le haut, vers le bas, autrement qu'aujourd'hui? Le développement urbain ces dernières années a été dicté par une croissance démographique continue. Aujourd'hui, elle ralentit et s'impose aussi l'urgence climatique. Ce qui veut dire qu'on doit développer des solutions pour répondre à cette urgence climatique, mais on doit continuer à développer du logement. Ça paraît être un paradoxe, mais c'est utile. Notamment, on sait que plus on construit des logements, plus il y a d'habitants dans une ville, plus on doit créer des espaces ouverts. Une des pistes, par exemple, pour répondre à cet enjeu, c'est bien sûr de reconvertir les bureaux dont on a parlé. Il y a une vacance énorme en bureaux. Reconvertir les bureaux en logements y intégrer d'autres fonctions. Ça, c'est une des pistes, mais le grand défi pour les prochaines années, c'est de trouver un nouvel équilibre, en fait, entre ces deux enjeux. Mathieu Berger, on revient vers vous. Ce besoin d'espace vert dans la capitale, il est déjà très présent aujourd'hui. Il va aller seulement en augmentant, alors qu'on sait, on a ce chiffre que le climat à Bruxelles en 2050, ce sera le même plus ou moins qu'à Canberra en Australie, selon une étude de 2019. Oui, effectivement, et ça risque d'aller croissant en termes de besoins. Et je pense que le statut même des espaces verts pour les citadins va évoluer. On passe d'une conception des espaces verts comme espaces récréatifs, où on a un rapport à la nature un peu de loisir ou de contemplation, à une situation qu'on a commencé à découvrir avec le Covid, où les grands espaces verts bruxellois deviennent une nécessité en fait pour respirer au sens littéral, sans quoi on suffoquerait, on étoufferait, l'air devenant irrespirable sur le plan climatique effectivement, ou alors dans des situations comme celles qu'on a connues, où on se retrouve étriqué à la maison en confinement, on a littéralement besoin de ces espaces-là. Du coup, ces espaces deviennent aussi des lieux urbains particulièrement importants. On parle souvent de la nature dans la ville. Il me semble qu'avec la question du bois de la Cambre, récemment, on a vu la question dont on va voir des images là tout de suite avec la boum au début du printemps. D'accord. Oui, je vous laisse continuer là-dessus. Il me semble intéressant de parler aussi de la question de la ville dans la nature. Et là, le bois de la Cambre nous a montré un pôle urbain où on convergeait toute une série d'utilisateurs très différents, avec des rapports aux espaces verts, des imaginaires urbains très différents. Et cela crée des tensions importantes et qui sont déterminantes quant à cette situation qu'on envisage ici pour 2050. Les grandes infrastructures vertes deviennent des lieux de lutte extrêmement importants où s'affrontent des conceptions de la ville et de la vie très différentes entre les riverains des classes supérieures, les automobilistes de l'extérieur de Bruxelles, les familles qui ont besoin d'espaces sûrs et respirables pour leurs enfants, ou encore, on l'a vu effectivement, les jeunes, les étudiants qui ont besoin de respirer non seulement sur le plan physiologique, mais aussi de respirer un air de liberté et donc de se manifester aussi politiquement dans ce genre d'espace. Donc tout d'un coup, l'espace public à Bruxelles, y compris au niveau de sa fonction d'espace de manifestation, ça devient un espace comme le bois de la Cambre, plutôt périphérique, espace vert, davantage peut-être qu'on l'aurait imaginé que ce fut le cas du piétonnier ou d'un espace beaucoup plus central et plus urbain. Alors pour achever l'émission, je vous avais demandé à tous un petit exercice, c'est celui du coup de cœur pour un bâtiment, pour une construction, un projet ou un endroit qui selon vous devrait se multiplier et être la norme en 2050. Alors on va voir vos projets, en tout cas vos modèles à chacun. On commence avec vous, Géraldine Lacasse. Alors selon vous, ce qui doit se multiplier d'ici 2050, ce sont les piscines en plein air comme celle qui s'est inaugurée il y a quelques semaines à Anderlecht. Oui, exactement. Donc Flo, une piscine en plein air, a été ouverte à Anderlecht le long du canal. Et c'est un projet qui est porté par la SBL Pool School. Ce projet doit se démultiplier à Bruxelles, d'une part parce qu'il n'y a pas pour le moment de piscine en plein air et que c'est une infrastructure publique, sociale, qui participe en fait au bon fonctionnement de la ville. En fait. La deuxième raison, c'est que en tout cas, ce type de projet va être démultiplié dans le sens où il préfigure un nouveau modèle de fabrication de la ville qui
plus ni portée par le public ou par le privé, mais par la société civile qui contribue de manière constructive en fait à l'amélioration de la ville. Et on voit justement derrière vous quelques images que BX1 a eu l'occasion de tourner lors de la construction. On se tourne à nouveau vers vous, Mathieu Berger, et on prend l'avion, ou plutôt notre moyen de transport de 2050, qu'on ne connaît pas encore, pour les États-Unis et Los Angeles. Vous vouliez nous parler de 2 hôtels. Voilà, qui ne sont pas des modèles, loin de là, qui sont plutôt des contre-modèles, ou en tout cas des configurations assez plausibles pour une ville comme Bruxelles, peut-être en 2050. Et c'est la question de la cohabitation des extrêmes, là aussi poussée à l'extrême, puisqu'on retrouve dans une ville comme Los Angeles, dans le centre-ville de Los Angeles, dans la même rue, en fait, Main Street, au moins 2 grands hôtels historiques qui, à travers le XXe siècle, ont perdu de leur prestige, sont devenus des espaces qui ont commencé à se dégrader et accueillir de plus en plus une population de sans-abri qui, à travers la gentrification récente du centre de Los Angeles, ont été rachetés partiellement en fait par des promoteurs pour y redévelopper des lofts pour un public beaucoup plus nanti. Et donc on retrouve en fait à l'échelle d'un même immeuble une population de marginaux, sans-abri, de célibataires dans des situations économiques désastreuses, et aux étages supérieurs des jeunes professionnels urbains, plutôt des classes supérieures, qui se retrouvent donc à partager le même immeuble, mais en disposant d'entrées différentes, de lobbies différents. Il me semble qu'en fait cette proximité très forte de gens que tout sépare socialement et économiquement, c'est quelque chose une configuration qu'on risque de retrouver chez nous, et on en voit déjà certains prémices. Alors, Benoît Moritz, on continue avec vous et on va à Bordeaux cette fois-ci. Selon vous, le bâtiment de 2050, il y existe déjà ? Oui, donc le projet que je propose de montrer comme étant un exemple, c'est un projet de logement social qui a été construit, c'est une construction neuve qui a été construite à Bordeaux, qui s'appelle Locus Solus, qui est en fait un projet de logement social qui a été réalisé par un bailleur social, donc l'équivalent d'une CISP bruxelloise. Moi, je ne pense pas du tout qu'on va répondre à la crise du logement à travers la rénovation du bâti existant. La demande est trop forte pour pouvoir y répondre. Il y a effectivement 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont vides. On pourrait y faire grand maximum, je dirais 10 000 logements, mais la demande en logement, elle est beaucoup plus grande et elle va continuer à grandir dans les prochaines années. Donc, il va falloir continuer à construire du neuf également. Et ce projet-là me semble exemplaire dans le sens où c'est une construction neuve sur un terrain qui était déjà imperméabilisé. C'était un parking dans une cité de logements sociaux, et il construit en fait au-dessus de ce parking un nouvel espace public de sociabilité qu'on voit sur les images, avec un jardin potager qui est partagé par les habitants de l'immeuble, mais également les habitants des quartiers environnants. Et ce qui me semble également remarquable dans ce projet, c'est que les logements, donc ils ont été produits par un bailleur social, mais ils ont été coproduits avec les habitants qui ont décidé collectivement de la manière dont ils entendaient vivre ensemble. Et donc ils ont co-designé l'ensemble des espaces collectifs de cet immeuble, les circulations, la question de la gestion de l'espace jardiné, la question de la gestion des espaces communs et du design des espaces communs ont été décidés collectivement. Et puis peut-être dernier point, le prix. Une construction à 500 € le mètre carré, c'est extrêmement bas. Je pense que c'est aussi quelque part une réflexion qu'on devra avoir à l'avenir, c'est comment construire beaucoup de logements en réduisant les coûts de fabrication du logement tout en gardant une optique de qualité. Et ce projet-là me semble réunir l'ensemble de ces paramètres-là. Et on va terminer cette émission avec vous, Lux Cutten. Après Bordeaux, vous nous emmenez en Thaïlande avec le gymnase de la Panyaden School, j'espère bien le prononcer, un gymnase tout en bambou. Voilà. Donc, je réfléchis beaucoup au coût également, mais pas le coût financier, le coût environnemental, qui, lui, risque d'avoir des répercussions financières tellement importantes sur l'ensemble de la population de la planète. Donc, construire avec des matériaux biosourcés qui poussent naturellement dans un environnement en absorbant le CO2 plutôt que de le produire est pour moi une merveille, parce que son impact est à ce moment-là positif. Et il y a des très très beaux exemples de plus en plus dans le monde. Vélez, qui travaille en Colombie et qui, lui, a développé toute une technique avec le bambou comme ça, ou en construisant avec de la terre crue,
ou en construisant avec des ballots de paille et du chanfre, du chaume, toutes sortes de matériaux qui proviennent de la nature, donc qui sont renouvelables à l'infini, qui sont considérés au départ comme des déchets, la paille par exemple, et qui a un pouvoir d'isolation qui est très très important. Là, je vois qu'il y a un véritable avenir, et un avenir qui peut nous aider complètement à rentrer dans les années prochaines de manière beaucoup plus sûre que ce que nous pouvons faire en utilisant des techniques comme le béton, par exemple, deuxième responsable au monde dans le domaine de la construction des gaz à effet de serre, qui crée des désastres considérables sur l'ensemble de la planète. C'est une réflexion qu'il faut se poser. Comment peut-on agir dans le domaine de la construction en ayant un impact qui ne soit pas négatif dans l'ensemble de l'environnement? Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre. Il ne nous reste plus qu'à attendre 29 ans désormais pour voir si les théories qu'on a pu développer ici se confirment. Retour à présent en 2021 pour vous souhaiter une très belle soirée sur BX1. À très bientôt. Au revoir.